Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine. En cette semaine spéciale infrastructure en Afrique, notre dossier du jour sera consacré aux infrastructures de transport comme facteur d'intégration des pays sans littoral, avec un focus sur le cas du Mali. Au programme également, c'est fait, la nouvelle constitution a été adoptée en Côte d'Ivoire avec 93,42% des suffrages exprimés. Et puis la commission rwandaise de lutte contre le génocide accuse 22 chefs militaires français de participation au génocide de 1994. Avec nous sur ce plateau pour en parler, un invité, Monsieur Souka Souka. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes essayiste, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également sur ce plateau notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Graziella et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et ravi d'être avec vous sur le plateau. Tout de suite, c'est l'info du jour. Malgré le boycott de l'opposition, le oui l'a emporté à 93,42% des voix au référendum constitutionnel en Côte d'Ivoire. Une fois ces résultats validés par le Conseil constitutionnel, la Côte d'Ivoire pourra entrer dans sa troisième république. Compte rendu dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. La nouvelle constitution de la Côte d'Ivoire adoptée par référendum. Les Ivoiriens se sont rendus aux urnes le 30 octobre pour voter la nouvelle constitution du pays. Le oui l'a emporté à une écrasante majorité devant le non. 2 678 601 électeurs ont pris part au vote sur une liste électorale de 6 313 758 personnes. Les résultats officiels du référendum sur la nouvelle constitution ont été proclamés le 1er novembre 2016 par la Commission électorale indépendante. Suffrage exprimé, 2 655 001. Nombre de bulletins nuls, 15 234. Nombre de bulletins blancs, 8 366. Taux de participation, 42,42%. Pour le oui, 2 480 287 voix, soit 93,42%. Les partis d'opposition ayant appelé à voter non et surtout à boycotter le référendum sur la nouvelle constitution, l'enjeu du scrutin était le taux de participation. Pour la constitution de 2000, le taux de participation s'était élevé à 56% contre 42% en 2016. Pour le président de la commission, le scrutin a été sincère et transparent. Nous avons observé les chiffres, nous avons rendu compte de ce que nous avons vu. Et ce que je puis dire aussi, c'est que dans tous les pays du monde, le référendum est une élection spéciale. Donc ici, nous avons eu une élection présidentielle l'année dernière et je pense que c'est l'effet d'entraînement qui continue. Et c'est pour cela que vous avez noté ces chiffres-là. La Commission électorale indépendante va transmettre les résultats provisoires au Conseil constitutionnel. Une fois que le Conseil constitutionnel aura proclamé les résultats définitifs du référendum, la Côte d'Ivoire entrera officiellement dans la Troisième République. Monsieur Souka Souka, comment avez-vous accueilli l'annonce de ces résultats en Côte d'Ivoire? Écoutez, moi je trouve que les Africains, en Afrique en tout cas, on s'occupe trop de politique. En ce moment, la mode est aux constitutions. On change de constitution, on fait référendum. On aurait besoin que les hommes politiques s'occupent de développement. Franchement, nous sommes en retard. Alors du coup, quand une élection en plus, une élection sur référendaire constitutionnelle, mais qu'est-ce que vous voulez surtout que les résultats étaient courus d'avance, c'est presque connu. Donc, bon. Pas du tout. L'opposition, Jean-Marie en tout cas, avait l'impression que la population avait boudé ce référendum et se disait confiante.
Je pense que sur cette élection-là, on peut avoir deux lectures. La première lecture, ce serait la suivante, c'est que vous avez, si vous voulez, le président Ouattara qui a été élu par le peuple, dont il y a d'aucuns qui veulent vous dire que, bon, on lui a donné, comment dirais-je, mandat pour pouvoir, comment dirais-je, rétablir la scène politique ivoirienne. Et on va vous dire que, bon, c'est tout simplement le prolongement de son élection présidentielle. Mais d'un autre côté, vous avez l'opposition qui s'est levée, qui s'est dit, bon, nous n'avons pas participé à l'élaboration de cette constitution-là, dans la mesure où la constitution a été élaborée par des technocrates. Donc à partir de là, dès l'instant que vous mettez l'opposition, si vous voulez, de côté, moi je peux comprendre tout à fait la position de l'opposition qui était une position réfractaire dès le départ. Chose qui est logique parce que quand on voit là où sort la Côte d'Ivoire, il y a les résultats économiques qui sont là. On peut avoir cette lecture-là, c'est une chose, les résultats économiques, mais de l'autre côté, il y a la stabilisation de la scène politique ivoirienne en tant que telle. C'est pas parce que, bon, en ce moment, on parle beaucoup de résultats politiques qui sont performants et probants en Côte d'Ivoire, mais il ne faut pas oublier le volet politique qui contient encore pas mal de contentieux à l'intérieur. Donc, de mon point de vue, bon, c'était couru d'avance, comme vient de le dire M. Soukasouka, à savoir que vous avez une constitution qui a été élaborée par des technocrates, donc à partir de là, à l'Assemblée nationale, quand vous regardez le poids, si vous voulez, des différents partis à l'Assemblée nationale, c'était en faveur, si vous voulez, du parti du président, avec, si vous voulez, tous ses alliés. Donc, à partir de là, je me dis tout simplement qu'il faudrait que cette constitution-là soit appliquée de manière correcte par rapport à l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Quoique, on se dit encore qu'il y a des couacs là-dessus, tout simplement. Pourquoi? Dans la mesure où, bon, l'opposition n'y a pas participé. Et je trouve ça dommageable quelque part. Alors, pendant la campagne, en tout cas pour le référendum constitutionnel, on a très peu entendu le peuple, en tout cas la société civile. Donc, cette victoire, finalement, est une victoire pour le président Alassane Ouattara en lui-même. Oui, c'est une victoire, dans la mesure où, d'abord, il faut faire remarquer, par rapport, contrairement à d'autres pays d'Afrique, c'est la Troisième République seulement. Donc il y a suffisamment de stabilité, de compréhension et d'élévation intellectuelle. Et moi, je souhaite aux Ivoiriens, en tout cas, d'appliquer cette Constitution, même s'ils n'ont pas voté, même s'ils n'ont pas participé à son élaboration, parce que ça conduira le pays à des résultats. Alors Jean-Marie, la Côte d'Ivoire va donc, une fois ce test validé, ces résultats validés, va donc entrer dans sa troisième République. Peut-être revenir rapidement sur ce que contient ce projet de constitution. Le projet de constitution, si vous voulez, instaure, si vous voulez, un vice-président. Il instaure un vice-président qui, de facto, d'aucuns vont vous dire que, d'après ce que j'ai lu ça et là, les gens de l'opposition se disent que créer encore un poste supplémentaire, en fait, le poste de vice-président phagocyterait éventuellement le poste du président du Premier ministre en tant que tel. Donc, c'était un des principaux points d'achoppement là-dessus, et l'opposition est partie en se disant, on crée un poste qui va encore être budgétivore, et ce sera une personne qui, à la limite, n'aurait pas une influence vraiment comment dirais-je, notable par rapport à l'environnement politique de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est le point le plus important dont on a discuté là-dessus, en dehors du fait que l'opposition n'ait pas été consultée, mais cette création du poste du vice-président là a fait couler pas mal d'encre dans la mesure où d'aucuns des acteurs estimaient que bon, c'est un poste qui n'a pas une utilité vu l'environnement de la Côte d'Ivoire et qu'on aurait pu rester avec le Premier ministre en tant que tel et laissant, comment dirais-je, un vice-président de la République. C'est un poste qui a été créé par cette constitution-là. Merci Jean-Marie. Dans l'actualité également, alors que la France relance l'enquête sur l'attentat qui a coûté la vie à l'ancien président Juvénal Habyarimana, le Rwanda a publié une liste de militaires français qu'il accuse d'être personnellement impliqués dans le génocide des Tutsis. On fait le point tout de suite avec Corinne Kamdem et on en parle juste après. Des officiers français mis en cause dans le génocide rwandais de 1994. La Commission nationale pour la lutte contre le génocide a publié lundi 31 octobre une liste de 22 officiers supérieurs français qui seraient impliqués dans la planification et l'exécution du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Le génocide est une sérieuse abomination. Il ne serait pas de bon aloi de l'instrumentaliser. Car en fait, si un peuple, à l'occurrence le peuple rwandais, a des raisons sérieuses de mettre en cause un tel ou un tel pour les génocides dont ils ont été victimes,
Une telle démarche, a priori, est une démarche légitime. Personne ne peut contester à un peuple qui a été génocidé de pouvoir poursuivre des génocidaires. Cette publication survient suite à la réouverture par la France des enquêtes menées sur le crash de l'avion transportant le président d'alors, Juvénal Habyarimana, soulignant que cet événement est considéré comme l'élément déclencheur du génocide. Selon les experts, la publication de cette liste devrait empirer les relations déjà tendues entre le Rwanda et la France. Si le Rwanda a attendu 22 ans pour pouvoir seulement trouver qu'il y a d'autres personnes impliquées dans le dossier, la question fondamentale, c'est de savoir qu'est-ce qui a fait qu'en 22 ans, ils n'ont pas soumis le problème au juge. Pourquoi le Rwanda n'a pas mis en cause toutes ces personnalités pendant que le tribunal était en train de fonctionner? C'est ma première préoccupation. Mais non, la deuxième, c'est celle de savoir effectivement pourquoi et quelle est la raison pour laquelle aujourd'hui ces dossiers sortent. Le rôle de la France dans le génocide rwandais de 1994, depuis des années, fait l'objet d'études profondes et de beaucoup de controverses. Paris et Kigali se rejettent mutuellement la responsabilité du génocide. Jean-Marie, la brouille diplomatique entre le Rwanda et la France semble atteindre son paroxysme. Je pense que nous avons déjà connu une crise similaire entre 2006 et 2009 entre la France et le Rwanda. Il y a une chose, je peux tout simplement dire ici là, que c'est bien que la France ait pu déclassifier, ces dossiers-là. Moi, il me souvient qu'à la veille de ces génocides-là, quelques temps bien après, la responsabilité de la France avait été pointée du doigt par certains acteurs politiques. Donc à partir de là, comme le disait, si vous voulez, l'avocat dans le reportage, comment se fait-il que le Rwanda, pendant tout ce temps-là, ils n'aient pas intenté cette action-là pour mettre en cause les responsabilités des uns et des autres dans ce génocide-là, parce que c'est un génocide qui a quand même fait 800 000 morts. Donc à partir de là, les responsabilités devrait être définie. Il ne s'agit pas tout simplement de regarder les choses quand ça se passe uniquement chez nous en Afrique. On dit qu'on va traduire les Africains, si vous voulez, au niveau de la CPI. Mais quand vous avez la communauté internationale qui est impliquée dans des actes comme cela, il est impératif, si vous voulez, que la justice soit faite et de manière équilibrée, que les responsabilités des uns et des autres, si vous voulez, soient établies en tant que telles. Au lieu de rester tout simplement dans la logique, et moi je comprends un peu les Africains, certains pays, on a vu là que l'Afrique du Sud est sortie de la CPI, on craint un effet boule de neige, mais maintenant quand vous avez une ancienne colonie ou alors des forces de l'ONU qui ont été mandatées pour stationner dans le pays, et si ces forces-là ont commis, des victimes dans le pays, quelles que soient des forces étrangères, ces forces-là doivent être jugées au même titre qu'on juge, si vous voulez, les responsabilités des Africains dans leur propre pays. Parce que la plupart du temps, dans ces événements-là, on s'aperçoit que le fait déclencheur n'est pas un fait intérieur, ce sont toujours des faits extérieurs quelque part. Monsieur Soukasouka, quel regard portez-vous sur cette affaire? Moi, je suis triste parce que le droit n'est pas le même pour tout le monde. Dès que un ressortissant d'une puissance étrangère aux pays africains est impliqué dans un problème de politique surtout, je peux vous assurer que ça ne sera pas vu de la même manière. Bon, c'est dommage que 22 ans après, on soit encore en train de déterminer qui a fait quoi. Vous observez que en 22 ans, bientôt un quart de siècle, mais il n'y aura plus les acteurs. Il n'y aura plus les acteurs. On va léguer une histoire à nos petits-enfants qui n'auront pas vécu. Comment vont-ils s'en sortir? Un grand problème de ce genre, moi je crois que la communauté internationale et surtout les fameuses puissances doivent prendre leurs responsabilités quand ils envoient leurs ressortissants chez nous. Eh bien, il faut qu'ils sachent qu'il peut se passer des situations graves, mais qu'ils déterminent les responsabilités et qu'ils trouvent des solutions aux problèmes. Jean-Marie, très rapidement, comment analyser, vous avez parlé de la réaction du Rwanda, mais comment analyser la décision de la France de relancer l'enquête sur l'attentat qui a coûté la vie à l'ancien président? La relance de l'enquête de la France part, si vous voulez, d'un fait précis. C'est que vous avez un haut officier de l'armée rwandaise qui est censé avoir été à l'époque le bras droit, du président actuel qui est exilé en Afrique du Sud. Donc, cet officier-là,
c'est mise à la disposition de la justice française pour pouvoir révéler d'autres faits qui sont inconnus jusque-là. Et je reviendrai sur ce que notre invité disait tout à l'heure. Comment se fait-il qu'on attende 22 ans par rapport à ça aujourd'hui et on relance cette affaire-là, sachant très bien que, quelque part, qu'est-ce qui sera mis en cause? Ce sera le président Kagame qui sera mis en cause, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est son bras droit qui viendra faire d'autres révélations qu'on pense être non connu à ce jour. Donc c'est une attaque directe de la France contre le président Je pense Kagame. que c'est une attaque directe contre le président rwandais, tout simplement. Merci Jean-Marie. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News Roma tout de suite.